les gens arriver petit à petit. Très content de vous retrouver pour certains. Je vois qu'il y en a qui étaient déjà là les précédentes fois. Euh, Moi, c'est Stan. J'ai travaillé avec Product Crew en début d'année. On a monté toute la partie dev et data. Une fois que toute cette partie était lancée, TPC a repris le relais, mais de temps en temps, voilà, petites interventions ponctuelles sur des sujets qui tiennent à cœur. La web performance en fait partie. Depuis TPC, j'ai créé le passeport dev qui permet de visualiser l'ensemble de ses compétences de dev sans parler langage ou framework, mais vraiment tout ce qui est agnostique, qui est assez complémentaire avec tout le travail que fait TPC aujourd'hui sur voilà, créer une communauté de gens côté aussi bien produit, design, dev et data, créer du contenu, faire se rencontrer les gens et permettre aussi bien aux entreprises de pouvoir recruter des profils qui matchent avec leurs besoins et pour les candidats de rencontrer des super boîtes, plus de 400 clients qui ont travaillé, très startup tech, donc on est en plein dedans. Et voilà, et ces masterclass qui sont ces moments assez réguliers. Il y a eu plein de super masterclass dernièrement et Gabriel nous disait qu'il y en allait avoir de très belles à la rentrée. Donc on fait le point sur un sujet en particulier avec un expert du sujet. Donc on est très content aujourd'hui de recevoir Jean-Charles qui est lead chez Maison du Monde pour parler de WebPerf déjà en général. Qu'est-ce que c'est la WebPerf? Revenir un petit peu dessus, les questions qui sont posées. C'est quand même un sujet qui est extrêmement important vu la complexité des applications côté front. On va chercher à complexifier, mais évidemment, on ne veut pas perdre en performance. Donc, ce sont des sujets que les principaux frameworks, évidemment, ont traités, ont pris en compte depuis longtemps. De plus en plus d'outillages qui permettent à la fois de benchmarker côté browser et de pouvoir agir derrière côté framework. Et on va parler en particulier d'un framework qui fait passer la performance vraiment en top priorité et qui a pour conséquence, on va le voir, Jean-Charles va rentrer un peu dans le dur du sujet, mais de changer un petit peu le paradigme, l'approche justement sur comment on va aborder le front, les événements, donc qui à la fois change un petit peu de paradigme et en même temps dans une syntaxe extrêmement familière si on fait du React et qui est très compatible d'ailleurs. On peut utiliser du Quick avec aussi d'autres composants React, donc ça facilite aussi les migrations. Et donc Jean-Charles, tu as eu l'audace de tester ça sur Maison du Monde, sur quelques pages de Maison du Monde, d'explorer Quick. Je crois que tu gères le meet-up Quick Paris aujourd'hui. Donc, il y a du code Quick qui cohabite avec du code React. Donc, tu vas nous parler de tout ça. WebPerf, comment Quick aborde la WebPerf avec des exemples de code. Donc, c'est un très beau programme pour aujourd'hui. À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai d'être le plus juste possible pour donner la parole à tout le monde. Donc, je te laisse la parole, Jean-Charles. Voilà, une petite présentation, 20-25 minutes. Deep dive dans la perf, dans Quick et dans du code. Ça va être super. Je te laisse la parole. Ok, parfait. Je te remercie, Stan, pour l'introduction. Donc, tu as très bien introduit le sujet, hein. Voilà, aujourd'hui, on va parler de web performance. On va faire un petit focus sur un nouveau framework qui s'appelle Quick, donc, comme tu le disais, qui se positionne vraiment sur le segment de la performance. Et puis, on fera un petit parallèle avec React, qui est aujourd'hui le framework le plus utilisé. Donc, on fera une petite comparaison. Donc, tu m'as déjà présenté, je vais passer très rapidement sur cette slide, hein. Donc, Jean-Charles Fauché, moi, je suis consultant freelance et aujourd'hui, j'interviens comme lead dev pour Maison du Monde. Et à côté de ça, je fais partie d'un programme, donc Quick Community Leader. Donc, en fait, j'anime une communauté autour du framework Quick. Donc, on organise des événements comme aujourd'hui pour parler du framework. Donc, en premier lieu, on va reposer la définition. Donc, un site performant, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui va répondre très rapidement, donc qui va se charger quasi instantanément et qui va réagir rapidement à toutes les commandes de l'utilisateur. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus plutôt sur le front, mais la web performance, c'est un sujet qui touche quasiment tous les corps d'une DSI, hein. Il faut que les backends répondent rapidement, il faut que tout le monde joue le jeu de la web performance, mais en tout cas, sur le front, il y a un vrai enjeu et il y a un véritable sujet. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est en fait, pourquoi on cherche à avoir des sites performants? Et la première réponse, c'est que en fait, on veut offrir une bonne expérience à nos utilisateurs
Et il y a une étude qui a été faite en 2015 qui prouve que l'expérience d'attente sur mobile est plus stressante pour un utilisateur que de regarder un film d'horreur. Elle est même quasiment aussi stressante que de tenter de résoudre un problème de maths. Donc en fait, quand on voit ces statistiques, on se rend bien compte que si on veut que nos utilisateurs aient une bonne expérience sur notre site et qu'on veut qu'ils reviennent, eh ben, il faut qu'on évite de les faire attendre trop longtemps et donc proposer un site qui charge et qui répond rapidement. La deuxième raison, c'est plus un enjeu business, mais en réalité, on s'est rendu compte en fait que un site qui répond plus rapidement va avoir un meilleur taux de conversion. C'est assez logique quand on y pense, hein, dans un parcours d'achat. Si je suis sur Internet, je clique sur une pub, je vais pour acheter un produit, puis en fait, le site se met à charger. Et en fait, pendant ce temps durant lequel le site va charger, bah, l'utilisateur va avoir le temps de remettre en question la légitimité de son achat et potentiellement de se dire, bah, en fait, j'ai pas besoin de ce produit, du coup, je ferme ma page et je m'en vais. Chez Mobify, par exemple, ils se sont rendus compte que sur chaque 100 millisecondes gagnées sur leur temps de chargement, ça s'est traduit par 1% de taux de conversion en plus. Donc à la fin de l'année, ils ont gagné 380 000 dollars sur leur chiffre d'affaires en faisant des optimisations de temps de chargement. Une autre raison, bah, du coup, étant donné qu'on sait aujourd'hui que l'expérience utilisateur est aussi drivée par la web performance, bah, du coup, Google, lui, va l'intégrer en fait dans ses algorithmes de ranking. Lui, son intérêt, c'est de proposer des sites qui offrent une belle expérience utilisateur aux utilisateurs qui utilisent le moteur de recherche. Et donc, du coup, la web performance va être intégrée dans le calcul qui permet de positionner du coup, les sites dans les moteurs de recherche. Et par exemple, chez Pinterest, en faisant une amélioration de 40% de leur temps de chargement, ils ont réussi à gagner 15% d'inscriptions en provenance du coup, du trafic provenant des moteurs de recherche. Et une dernière raison, bah, c'est qu'un site qui sera performant, c'est un site qui va faire transiter moins de données sur le réseau. Donc, du coup, s'il fait transiter moins de données sur le réseau, on fait moins travailler les data centers, on fait moins travailler les infras. Et donc, du coup, bah, on s'inscrit dans une démarche un peu Green IT, et ce qui est important aussi, du coup, pour notre planète. Donc, avec tous ces points, en fait, on va se demander comment on mesure la web performance. Donc, heureusement, Google ne nous laisse pas sans son aide. Ils ont développé un outil, donc, ou plutôt une série d'outils, une série de métriques qui s'appelle les Core Web Vitals et qui permettent en fait de mesurer la performance de notre site Internet. On va pouvoir mesurer, se comparer par rapport à nos différents concurrents. Et donc, ce score de web performance, c'est un score qui se mesure en pourcentage, quoi, de 0 à 100 et qui va se baser sur 5-6 indicateurs et qui vont venir pondérer ce score pour nous donner une notation. On ne va pas entrer dans les détails du score, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, on a un score en pourcentage. Mais le problème, c'est que la réalité derrière tout ça, c'est qu'en fait, la plupart des sites aujourd'hui, notamment les sites e-commerce, hein, c'est eux qui ont le plus besoin de performance, ben, en fait, on échoue tous. Par exemple, Amazon, ils ont 45%. Nike.com, ils ont 25%, Zalando 38%. Et on voit qu'il n'y a que Leroy Merlin qui arrive timidement à tirer son épingle du jeu, qui est dans le orange, avec 77%. Et pour avoir vu une conférence de Leroy Merlin, c'est pas sans effort. Ils ont une vraie culture de la web performance en interne. Ils ont une stack technique qui est très atypique, ils ont fait des vrais compromis techniques pour en arriver là. Et malgré tout, ils sont même pas dans le vert. Ils sont à 77%. Et malgré tous ces efforts, ils n'arrivent pas à dépasser les 90%. Donc on peut assez rapidement se poser une question en se disant, mais en fait, du coup, pourquoi on n'arrive pas à arriver à ces 90%, à tenir les exigences de Google? Et donc quand on essaie d'optimiser notre site, généralement, on a trois leviers sur lesquels on va intervenir. Le premier levier, c'est nos images, ou du moins plus largement les assets. On va essayer de les compresser, on va essayer de charger moins de visuels, des images dans des formats qui sont plus optimisés pour le web. Mais en fait, on se rend compte que ce genre d'optimisation, en réalité, ça apporte pas un énorme gain. Ça va nous rapporter un gain de l'ordre de 6-7%, mais c'est pas suffisant. La deuxième piste, c'est d'essayer d'optimiser nos CSS. Donc, il y a plein de pistes. On peut essayer de charger les CSS en premier lieu que de la partie visible quand on arrive sur l'écran. Il y a pas mal de scripts qui nous aident à faire ça. Mais pareil, sur les CSS, en fait, on se rend compte que c'est pas suffisant non plus. Ça permet de faire des optimisations de l'ordre de 10%, mais c'est un peu léger. Par contre,
on voit tout de suite que quand on essaie d'optimiser le JavaScript, alors là, par contre, on a des gains qui sont vraiment énormes. Et donc, tout de suite, on peut espérer d'avoir des améliorations de l'ordre de 60%. Mais le problème, c'est que optimiser le JavaScript, on se rend vite compte que c'est la partie qui est souvent la plus complexe. Et on est souvent assez limité. On va réussir à retirer, on va réussir à dégraisser un peu les bundles, mais en fait, on va se rendre compte qu'on est malheureusement très, très limité. Donc, la question qu'on peut se poser, en fait, c'est pourquoi nos applications embarquent autant de JavaScript et en fait, pourquoi nos scores sont tant impactés? Donc, la première réponse que je vais apporter, c'est qu'il ne faut pas blâmer les développeurs pour ça. On l'a vu tout à l'heure, Amazon, Nike, Zalando, ils sont tous dans le rouge et pourtant, ils ont certainement des super talents, peut-être même les meilleurs talents en termes de développement, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à avoir des bons scores de performance. Et en fait, là, si on creuse un petit peu, on se rend compte que le problème, donc, il vient pas des développeurs, mais il vient plus des outils qu'on utilise. Le problème, ça va plus se trouver au niveau des frameworks qu'on utilise tous aujourd'hui, donc Vue, React, Svelte, pour ne pas les citer. Parce que tous ces frameworks, en fait, ils reposent sur un même processus. Quand on les utilise en SSR, donc en e-commerce, on parle souvent de server-side rendering. Si on veut faire de la perf, on est obligé de tendre vers ça. Et en fait, ils reposent tous sur un même principe qui s'appelle l'hydratation. Et en fait, l'hydratation, du coup, c'est le procédé qui va permettre de faire en sorte que notre page soit interactive. En fait, quand on clique sur les boutons, que ça fonctionne, et ainsi de suite. Donc, en fait, comment ça fonctionne, l'hydratation? Donc, quand j'ai mon client qui arrive, du moins en SSR, hein, quand j'ai mon client qui arrive sur mon site, donc il fait un appel à notre serveur, il va construire l'application dans son environnement Node, et à la fin, il va retourner une string. Donc, cette string, c'est un HTML statique. Il va retourner une string au client, un HTML. Et donc, à ce moment-là, en fait, on voit des boutons, on voit des choses, des éléments qui sont cliquables, mais quand on clique, il ne se passe rien, parce qu'en fait, la page est encore statique. Après, le navigateur va télécharger des JavaScript. Donc, ces JavaScript, en réalité, c'est la totalité de l'application. Et il va reconstruire une deuxième fois l'application dans le navigateur du client. Donc là, on a un premier paradoxe, hein. L'application, elle est rendue deux fois, en fait. Une première fois côté serveur et une seconde fois côté client. Donc, on se télécharge tous les JavaScript. Ça prend du temps. Si on est sur mobile, c'est encore plus long. Et après, une fois qu'il les a téléchargés, il faut qu'il exécute pour re-rendre la totalité de l'application. Et seulement quand il a terminé ça, notre application est interactive. Donc en fait, pendant toute cette période-là, on a beau cliquer sur les boutons, il ne se passera rien. Il n'y aura aucune interaction. Et en fait, la raison derrière ça, c'est que les frameworks qu'on utilise aujourd'hui, ils ont besoin de recréer entièrement l'application pour pouvoir attacher les event handlers sur nos éléments interactifs. Donc, il n'est pas capable en fait de savoir que j'ai un bouton sur mon composant produit et qu'il a besoin d'attacher un handler sur ce bouton. Et donc, en fait, il va reparcourir tout l'arbre depuis le single entry point. Donc, souvent, dans ces applications-là, on a un seul point d'entrée et on va reparcourir tout l'arbre des composants pour aller attacher les handlers en dernier niveau sur notre application. On a des variantes, hein, on entend parler de partial hydration, on entend parler de Island Architecture. C'est notamment ce que fait le framework Astro. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'avoir un single entry point, ils vont découper l'application en plusieurs petits entry points, donc des îlots en fait. Et sur chacun des îlots, on va pouvoir donner une directive pour dire cet îlot, je veux qu'il s'hydrate à tel moment, donc quand il est visible ou quand je passe la souris dessus, ou ne jamais l'hydrater. Donc comme ça, on arrive à optimiser un petit peu, on arrive à être plus fin en se disant cette partie, je vais retarder le téléchargement du JavaScript associé, ou cette partie, je vais le télécharger que quand j'en ai besoin, mais ce procédé reste malgré tout assez limité. Donc c'est là où se positionne Quick, en fait, c'est que eux, ils ont du coup créé un framework qui repose sur un nouveau procédé, donc on n'a plus d'hydration. Là, on fait de la résumabilité. Donc la résumabilité, c'est à la base un concept qui a été développé par Google. Le framework en fait qui se cache derrière Google Search repose là-dessus. C'est un framework interne à Google qui s'appelle Wiz. Et donc le principe de résumabilité, c'est on fait travailler le serveur et le serveur va retourner au client un HTML enrichi. Donc il y aura des extra informations, finalement des informations supplémentaires qui vont permettre au client de pouvoir être interactif instantanément sans avoir besoin de télécharger de JS supplémentaire. Donc en fait, le serveur va sérialiser des informations de manière à ce que notre page puisse fonctionner sans avoir besoin de retraverser la totalité de l'arbre des composants. Donc on va voir un petit peu plus dans le détail après, mais globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que plutôt que de retraverser
tous nos composants pour attacher nos event handlers. On va avoir un event handler global qui sera disponible pour l'ensemble de nos événements. Et c'est seulement quand on va interagir avec la page qu'on va télécharger les JavaScript associés. Donc en fait, là, on comprend bien la différence de paradigme. On a vu tout à l'heure que le problème de l'hydration, c'est qu'on a un seul point d'entrée de notre application. Donc il faut tout recréer pour que ça fonctionne. Avec Quick, en fait, c'est un peu différent. C'est nos event handlers qui deviennent les points d'entrée de l'application. Donc le serveur travaille, il nous fournit une page, elle est déjà interactive et dès qu'on clique, on va aller télécharger les différents points d'entrée de notre application selon le besoin qu'on en a. Donc là, on est dans une logique en fait HTML first, un petit peu comme ce qu'on faisait à l'époque où on avait une page qui était entièrement générée en PHP et après on venait ajouter des petites couches de JavaScript à côté. Alors, du coup, ce qui se fait en fait réellement, on a tous vécu ça, c'est que nos applications en React, en Vue et ainsi de suite, mais en fait, au début, on a des bons scores, l'application est petite, puis quand plus l'application grossit, et plus on va télécharger JavaScript, et plus notre score, du coup, va être impacté. Et donc, Quick, avec cette nouvelle approche, finalement, on va pouvoir avoir une courbe qui sera quasi linéaire, donc on va pouvoir avancer dans le temps, on va pouvoir faire scaler notre application sans pour autant impacter notre score de performance. Donc, on va faire une petite démo, c'est toujours plus simple de montrer avec des vrais exemples. Et donc, du coup, là, j'ai une application en Quick. Donc là, elle est toute simple, hein. J'ai que du HTML, j'ai un texte et un lien. Et donc, du coup, bah, la promesse est tenue. On voit que quand je charge ma page, j'ai 0 JavaScript qui sont téléchargés. Donc, on aurait tendance à se dire que c'est normal, mais j'ai la même application en React à côté. Et si je regarde, quand je recharge ma page, eh ben, j'ai mon single entry point qui a été téléchargé. Donc là-dedans, bah, j'ai le corps de React, j'ai beaucoup de code qui est propre, on va dire, au cœur de mon application. Et puis j'ai ma page, donc là en l'occurrence c'est ma home page. Donc même si elle est full statique, en fait il a eu besoin de la recréer côté client. Et donc du coup on retrouve les éléments que j'ai dans ma page ici. Donc là on est sur un exemple qui est assez simple. On va essayer d'aller sur un exemple un peu plus compliqué. Donc là j'ai une page qui est interactive avec Quick, hein. Et donc j'ai une liste de mots, donc Hello the Product Crew, et j'ai un mot courant. Et en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, je vais parcourir ma liste pour afficher le mot suivant. Donc là, on voit que quand je recharge ma page, j'ai toujours pas de JS qui a été téléchargé. Par contre, quand je clique ici, boum, on voit que là, j'ai du JS qui a été téléchargé. Alors, je vais me mettre en dev, ce sera plus simple pour voir les JS, notamment les naming. Voilà, donc là, on voit que j'ai mon JS qui a été téléchargé, donc mon composant interactif qui a été chargé au moment où j'ai cliqué. Donc, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne derrière. Hop. Donc, on a vu tout à l'heure en fait que Quick, lui, ce qu'il fait, c'est que plutôt que d'attacher les événements à l'échelle du composant ou à l'échelle du nœud du DOM, il va attacher un événement en global. Donc, la première chose qu'on va voir ici, c'est qu'on a des Quick Events. Et notamment, on a un Quick Events click parce qu'il a détecté que dans mon application, quelque part, j'ai un événement click. Et en fait, il va ensuite intercepter l'événement click donc dans un quick loader. C'est le seul JS qu'on va télécharger et qui est sérialisé directement dans la page. Donc, ce n'est même pas un appel réseau supplémentaire. Et en fait, en analysant du coup l'événement qui est attaché au global sur mon window, et ben en fait, notre événement, il va bubble up. Donc, il va partir en fait du composant, de l'élément qui a initié le clic pour remonter jusqu'au window qui va intercepter l'événement. Et donc, grâce à ça, il va pouvoir traverser tous les composants qui ont enfin, l'événement va traverser tous les composants du nœud pour aller de l'élément de DOM jusqu'à la page. Et grâce à ça, il va pouvoir remonter sur l'élément initiateur. Il va aller chercher l'élément qui a un attribut onClick qui a été serialisé côté serveur. En fait, si on regarde bien, donc cet événement onClick, il a comme valeur un chemin vers un fichier JavaScript. Et ensuite, il est suffixé par un symbole. Donc, globalement, un symbole, on pourrait considérer que c'est une fonction. Et en fait, si on regarde bien, du coup, le chemin du JS ici, c'est le JS qui a été téléchargé ici. Et on voit qu'à l'intérieur de ce JS, bah, j'ai bien le code qui me permet de faire évoluer mon index pour parcourir ma liste de mots. Donc, c'est de cette manière, en fait, que Quick va fonctionner pour pouvoir télécharger les JavaScript uniquement quand il en a besoin. Et ça permet en fait du coup d'avoir une page qui est interactive sans avoir besoin de télécharger du JavaScript comme on le ferait avec une application en React ou en Vue. Euh,
Tac, on va aller sur du coup, une démo un petit peu plus complexe. Donc là, j'ai une appli, enfin j'ai une page qui ressemble un peu plus, alors c'est un peu plus qu'un Hello World. Donc j'ai une page en React et j'ai la même du coup de l'autre côté hop, en Quick. Voilà. Et donc on va essayer de regarder un petit peu dans le code parce qu'on va se dire, en fait, du coup, admettons si demain j'ai envie de migrer de React vers Quick, comment je pourrais faire? Et donc en fait, on va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de similitudes en fait entre les deux frameworks. Donc là, j'ai mon premier composant. Donc mon premier composant, c'est le héros. Et en fait, on voit du coup que bah, le code, il est quand même vachement similaire. Alors déjà, la première raison, c'est que donc Quick est à droite et React est à gauche. La première raison, c'est que en fait, Quick repose sur la syntaxe de templating JSX. Donc c'est une syntaxe qui fonctionne bien, donc ils ont fait le choix de la réutiliser. Et donc du coup, en fait, c'est que pour un développeur React, c'est quand même assez facile de se retrouver en Quick parce qu'on peut quasiment faire un copier-coller exact de l'un vers l'autre et ça fonctionnerait. Il y a quelques petites différences qu'on peut noter. Donc en React, on parle de class name. Avec Quick, on a récupéré le mot-clé. On a des classes comme en HTML traditionnel. Avec React, si on veut du coup déclarer une variable réactive, on va utiliser un useState qui va nous renvoyer un tuple avec à droite un getter, à gauche un setter. En Quick, on va utiliser un useSignal auquel on accède par l'intermédiaire d'un point value. Ça ressemble un peu à une ref en vue, mais bon, globalement, c'est à peu près la même chose. Et dernière chose, donc mon événement onClick ici, ben, j'ai la même chose ici côté Quick. Il y a notamment, enfin, cependant, une toute petite chose à remarquer, c'est que j'ai un dollar qui est derrière mon onClick. Et en fait, ce dollar en Quick, il veut dire pas mal de choses. On va le retrouver à plusieurs endroits. On va le retrouver ici, on va le retrouver là, et on va le retrouver ici. En fait, le dollar, il est utilisé par Quick. C'est un peu un mot-clé, en fait, hein. Il va être utilisé par Quick au moment où il va compiler notre application. Et en fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que derrière chaque dollar, je vais avoir un découpage de mon application. En gros, dès qu'il croise un dollar, il crée un morceau d'application et il faudra à l'intérieur que ce morceau d'application, le code soit sérialisable parce que c'est ce qui lui permettra en fait derrière de pouvoir faire fonctionner la résumabilité et faire travailler notre serveur plutôt que notre client. Donc, du coup, on voit bien que si on voulait migrer, finalement, c'est pas si compliqué. On pourrait quasiment faire un copier-coller en deux, trois changements. On pourrait migrer nos composants. Mais parfois, dans la vraie vie d'une application, c'est un petit peu plus complexe parce que, bah, par exemple, on pourrait utiliser des librairies. Donc là, en React, j'ai fait un test en utilisant Material UI. Et donc, en fait, on voit que j'ai bien la même chose ici, côté Quick. Donc, j'utilise mes composants React à l'intérieur de Quick parce qu'en fait, Quick a développé du coup ce qu'il appelle des quickifiers qui vont permettre de transformer notre code React en un composant compatible avec Quick. Et donc, du coup, si j'entoure mon composant button qui, lui, vient de la librairie Material UI, je l'entoure par une fonction Quickify et ça va me permettre d'utiliser mon composant React à l'intérieur de mon application Quick. À noter qu'il sera quand même encore un petit peu plus malin quand même parce que, en fait, par défaut, il ne va pas télécharger le code JavaScript associé, mais il va le télécharger que quand on le souhaite. Donc, en fait, il va faire une sorte de island architecture, en gros, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et hop, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Et donc, on va lui donner une directive pour lui dire, je veux que tu me télécharges le code associé à mon composant React pour le slider quand il est over, et j'ai une table, je veux le télécharger que quand il est visible. Donc, en gros, là, hop, si je vais ici, je vois que le code de mon slider, il a été téléchargé que quand j'ai passé la souris dessus. Et si je veux afficher ma table, j'ai le code associé à ma table qui aura été téléchargé directement. Si je fais la même chose avec React, bah, tout aura été téléchargé. En fait, je vais tout avoir ici directement. Et en fait, dès le chargement de ma page, même si j'en ai pas besoin tout de suite. Et donc, du coup, grâce à ces optimisations, bah, en fait, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'on parle de web performance, hein. Donc là, j'ai fait un tir sur mon application en Quick. Donc, j'ai la même application à droite et à gauche. Donc là, on a les petits confettis, on est à 100 partout. Et si on fait la même chose avec React, eh ben, on va être à 87%. On arriverait difficilement à aller au-dessus parce que on aura téléchargé tous ces JavaScript
qui potentiellement ne sont pas nécessaires tout de suite dès le chargement de mon application. Voilà, on a fait à peu près le tour. Après, je pourrais vous montrer d'autres petites choses si on a encore un peu de temps, mais je vais laisser de la place aux questions dans un premier temps. Super, merci beaucoup Jean-Charles, c'était hyper intéressant. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, moi j'en ai quelques-unes. Juste pour peut-être continuer sur le dernier benchmark que tu viens de faire, il y avait une différence au niveau du SEO. Qu'est-ce qu'il y a comme élément pertinent chez Quick? C'est vraiment le fait que la performance soit bonne, donc du coup, ça va améliorer l'algorithme côté SEO, ou il y a un traitement particulier des URL ou des Alors, métatags, autre chose? il n'y aura pas de traitement particulier, mais par contre, il y a quand même une chose, c'est que du coup, Quick, c'est un framework SSR par essence, hein. Euh, en fait, il ne sait quasiment pas fonctionner sans serveur. Et donc, du coup, ça, c'est quand même un des premiers éléments quand on veut faire du SEO, c'est que bah, on a besoin d'être server-side rendering. Avec React, on sait le faire, mais pas nativement. Si on fait une application React tout de suite, par défaut, on aura une SPA. Et donc, du coup, on ne sera pas server-side rendering, donc on ne sera pas SEO compliant. Pour ça, il faut lui attacher, lui adosser un serveur, ainsi de suite. Alors que Quick, par défaut, il sera SSR. Avec React, on va utiliser Next souvent, si on veut faire du SSR et donc être optimisé SEO. Donc Quick, par défaut, il l'est. Et après, il sera meilleur en SEO bah, parce qu'il est plus performant et donc on va avoir un meilleur impact dans les scorings de Google, quoi. Mais après, sur le code généré, il n'y a pas d'optimisation au niveau des liens, il n'y a pas d'optimisation au niveau du maillage. Ça, c'est ensuite aux développeurs et aux équipes SEO de travailler autour de ça, comme on le ferait avec une application React, par exemple. Ok, ça marche. C'est qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment natifs, qui sont des opinions du framework par rapport au SSR et compagnie. Là, on voit que sur d'autres frameworks, c'est venu petit à petit, que c'est de plus en plus courant, mais c'est pas forcément, ça n'a pas été designé comme ça initialement. Exactement, oui. Euh, il y a une question de Julien, alors peut-être que tout le monde ne la voit pas, parce que n'hésitez pas si vous posez des questions à mettre visibles à tous, mais sinon je les répète, il n'y a pas de problème. Une question de Julien sur des soucis de latence liés au fait que les choses sont loadées juste à temps. Ouais. Et effectivement, quand on a entre guillemets un gros loading au début, au moins on est à peu près sûr de tout avoir. On a vu avec Mm. l'exemple du slider, il était affiché dès le début. Voilà. À partir du moment où tout est beaucoup plus atomique et récupéré, téléchargé un peu en temps réel, est-ce qu'il y a des downsides par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un besoin de résilience justement de l'interface? Comment c'est géré côté Quick? Alors, c'est une très bonne question. On va aller sur la page de Quick, la doc. En fait, c'est quelque chose qui a été géré, hein. En fait, ce que va faire Quick, il sait que, en fait, quand on clique sur un bouton, on a besoin que forcément que notre interaction elle soit instantanée. On l'a vu dans la définition de la web performance. On veut que notre site charge rapidement et on veut qu'il réagisse instantanément aux actions utilisateurs. Donc, en fait, ce que va faire Quick, c'est qu'il va pré-télécharger les JavaScript qui sont généralement chargés sur les actions. En fait, il va les précharger au travers d'un service worker. Et donc, grâce à ça, en fait, il va les mettre en cache, ce qui fait que quand on aura besoin de les utiliser, ils seront disponibles instantanément. Mais le fait de les charger au travers d'un service worker, ça fait ils libèrent en fait le thread principal, ils sont chargés à côté, mais pour autant, ils seront disponibles sur le thread principal dès qu'on en aura besoin. Donc, en fait, Quick, ce qu'ils appellent le Quick Optimizer, c'est ce qui est utilisé au moment où on compile notre application. Il va essayer de définir les JavaScript qui seraient pertinents à un pré-téléchargement. Donc, il a ses mécaniques en interne avec des IA et ainsi de suite. Ils ont des algorithmes, mais il propose quelque chose qui est super intéressant qui s'appelle Quick Insight. Yes, c'est ça. Donc, Quick Insight, en fait, c'est une sorte d'analytics qu'on pourrait brancher sur notre application. Et Incroyable. quand on fait tourner notre application, il va collecter des statistiques et il va se dire, ben moi, je sais que telle application, ce bouton, à 90% des coups, il est cliqué. Donc, c'est ce script que je vais
préloadé en premier par rapport aux autres. Il va en fait collecter des statistiques qui vont permettre d'optimiser les préchargements de nos différents scripts. Et ce qui fait qu'en fait, finalement, on n'a pas de différence avec une application React parce que le code associé, il est disponible instantanément parce qu'il a déjà été préloadé, il est déjà en cache dans notre navigateur. C'est hyper smart. C'est vraiment une bonne exploitation des API du browser. Effectivement, il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas pu faire ça. À Ouais, l'époque exactement. où React est né, ça aurait été plus compliqué. Pas sûr qu'il y avait déjà les workers. Ok, bah hyper cool. Je pense que ça répond bien à la question. Est-ce que, donc il y a une question aussi d'Antoine qui est effectivement la première question que je t'avais posée quand on préparait la conf. Ouais. Donc Antoine, il demande en particulier si toi tu t'en sers pour des composants spécifiques ou pour des apps complètes. Et je pense que derrière, ça pourrait être intéressant que tu parles aussi de ton expérience sur Maison du Monde, à quoi tu t'es attaqué d'abord et aujourd'hui où en est cette stratégie de migration. Et peut-être même, pour essayer d'être exhaustif, il y a forcément le sujet de comment convaincre quand on est dans une équipe sur une code base qui est déjà en React ou qui a déjà en plus probablement des bonnes pratiques aussi de perf, comment amener Quick, comment défendre le sujet, comment le prototyper, comment y aller sur d'abord un composant ou d'abord une page, sachant Mm. qu'encore une fois, le problème, entre guillemets, qu'il y a, c'est que, mais qui en fait, c'est le problème de la solution, c'est que la solution change le paradigme sur la manière de télécharger les JS, mais ça veut dire que tu ne peux pas partir d'une app React existante et rajouter des bouts de Quick, c'est plus Mm. l'inverse que tu vas Ouais. faire. Comment tu structures, stratégises, quelle était ton expérience sur ça avec Maison du Monde? Alors nous, chez Maison du Monde, on a décidé de partir sur cette page-là. Pourquoi cette page-là? Parce que c'est une page en fait qui était portée par une stack legacy. Enfin, elle est encore portée par une stack legacy là, hein. Ce que vous voyez, c'est une ancienne application Symfony, une application qui est un peu vieille et qu'on cherche à décommissionner. Donc du coup, on a proposé en fait à la direction de migrer en commençant par cette page-là. Et ils se sont dit, bah, finalement, on a un double gain. Ça nous permet du coup de tester le framework et en même temps, du coup, de pouvoir décommissionner cette vieille page. Donc, on a choisi de faire une migration page par page. Donc, effectivement, c'est pas forcément simple, mais du coup, si on parle un peu architecture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer notre requête par un load balancer, en gros, hein. Load balancer, tac. Et donc, du coup, on a notre requête client qui arrive. Et après, notre requête client, elle va aller servir une ou N web app. Donc nous, aujourd'hui, chez Maison du Monde, on a 7 anciennes applications Symfony qu'on veut décommissionner. On a une application qui est un peu vieillissante en Next aussi, qu'on est en train de décommissionner aussi. Et on a une nouvelle application en vue également. Et du coup, là, demain, on aura cette application en Quick. Et donc, en fait, ce que fait le load balancer, c'est que selon un pattern d'URL, il va aller rediriger vers la web app A, B, C ou D. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue un peu technique. Après, du coup, d'un point de vue, comment on a fait pour convaincre? Alors déjà, on a eu la chance d'avoir un CTO qui était à l'écoute et qui, dans un marché très concurrentiel de la vente en ligne de meubles, en fait, on a besoin de se démarquer, on a besoin d'essayer de récupérer des ventes, c'est des enjeux business quoi, derrière. Et donc, il a senti qu'il y avait potentiellement un truc avec ce framework Quick en se disant bah, si on est bon en web perf, eh ben, on sera meilleur en SEO. Et si on est meilleur en SEO, eh ben, on va gagner des ventes, quoi. Donc, du coup, il nous a laissé le droit de partir faire un test sur cette première page. Et si elle est concluante, eh ben, du coup, l'idée, ce sera ensuite petit à petit de migrer les pages ou en tout cas de se poser la question quand on a une nouvelle page à développer, bah, est-ce que je la fais en vue, est-ce que je la fais en quick? On aura en tout cas les deux possibilités. À savoir que nous, du coup, comme je disais, chez Maison du Monde, on était plutôt en vue jusqu'à présent, donc pas en React. Donc nous, on a recodé petit à petit nos composants, on s'est familiarisé avec le framework petit à petit, en commençant avec des petits composants. Et en fait, tout ce qu'on était capable de faire avec Vue, tout ce qu'on est capable de faire avec React, finalement, on est aussi capable de le faire avec Quick, hein. Ça fonctionne de la même manière. Et c'est justement sur ce segment que se positionne Quick, c'est
je développe un framework qui offre du coup des performances inégalées, mais pour autant, l'expérience de développeur en fait est la même que si j'utilisais React ou Vue. C'est vraiment un nouveau paradigme interne et c'est un peu justement son discours marketing, c'est en fait tout le travail qu'on fait à essayer d'optimiser les performances sur nos applications Vue, React, donc on va les y loader, on va les y hydrater, ainsi de suite. Et ben tout ça, c'est pas vraiment aux développeurs de le faire. Quick fait tout ça à notre place. Trop bien. Et alors, c'est intéressant parce que tu parles justement de prise en main et Florence s'est posé une question par rapport à son expérience. Il trouvait justement que la prise en main et toute la DX justement pour le dev autour de Quick n'était pas forcément évidente. Quel est ton retour dessus? Comment tu recommandes peut-être de prendre en main le sujet? Alors il y a quand même il y a quand même quelque chose, effectivement, c'est que c'est un nouveau paradigme. Donc, quand on se lance dessus, il faut d'abord qu'on pense, entre guillemets, il faut penser quick pour comprendre comment il fonctionne en interne, parce qu'effectivement, ça a des impacts sur la manière dont on va coder. Donc, heureusement, on est quand même pas mal guidé hein, quand on développe. Notamment, tout à l'heure, je vous montrais l'exemple des dollars. Bon, si on les met pas, on a des linters qui nous disent, bon, ben là, il faut que tu aies le dollar, ainsi de suite. Donc, on est quand même guidé au travers du framework au fur et à mesure où on va l'utiliser. Mais après, il faut penser quick, il faut penser résumabilité. Et il y a un petit temps, en fait, où il faut essayer de comprendre comment fonctionne le framework. Et après, une fois qu'on a capté le concept technique, en fait, ça va très, très vite. Et aujourd'hui, moi, je suis capable de coder un composant en Vue, en React ou en Quick sans forcément en faire la différence, parce qu'il y a juste quelques petites subtilités à comprendre quand on code, notamment au niveau des hooks et tout ça. Et après, une fois qu'on les a assimilés, c'est un petit peu comme, en fait, si demain, j'ai jamais fait de React, j'ai toujours fait que du Vue, bon, bah, je vais avoir un petit temps d'adaptation, je vais me dire, bon, bah, le JSF, je suis pas forcément à l'aise, j'aimais bien avoir mes templates séparés, ainsi de suite. Moi, je considère qu'il faut à peu près un mois pour être opérationnel sur un nouveau framework. Et c'est à peu près ce qui est arrivé avec Quick. Je pense qu'en un mois, j'avais mes repères et je savais où j'allais sans me poser trop de questions. Canon. Bah, après, c'est effectivement même au sein même d'un même framework, hein, quand sur React, on passait des classes aux fonctions, puis quand on a rajouté les hooks, enfin, voilà, il y a des choses qui changeaient et il a fallu s'y adapter. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on voit là comme ça la tête des composants, enfin, il y a quand même ouais, pas mal de choses qui rappellent des pratiques sur des frameworks qu'on connaît. Donc voilà. Donc non, c'est intéressant. Et surtout, ce que tu recommandes aussi, c'est le fait de déjà démarrer sur des composants assez simples, sur une Ouais. page très très simple. Mm. Je pense que ça, c'est intéressant. Alors effectivement, il y a peut-être ce petit overhead de rajouter un load balancer si on n'en a pas déjà, voilà, qui est à rajouter. Mais voilà, une fois que c'est installé et que le routing se passe correctement, le focus sur la page elle-même, sur le code de la page elle-même, il n'est pas si compliqué que ça, quoi. Complètement. En fait, si demain, vous avez une application en React que vous voulez migrer vers Quick, on fait dériver une nouvelle route vers cette application. Et en premier lieu, ce que je ferai, je passerai tous mes composants React dans un Quickifier et je ferai tourner l'application telle qu'elle sans avoir recodé un seul des composants, quoi. Donc en fait, Mhm. assez rapidement, on peut déjà migrer une page. Puis après, petit à petit, bah, on va coder un bouton, un nouveau bouton en Quick, on va coder un premier composant. Et puis petit à petit, on peut du coup éliminer le code React pour migrer totalement vers Quick. Intéressant, intéressant. On avait quelques autres questions. Michael qui demandait effectivement, est-ce qu'on je ne suis pas allé voir dernièrement sur le site de Quick. Il y a des gros projets, qui sont, 100 sur Quick. Et en fait, je pense que l'autre question aussi, c'est comme tu as parlé justement de la manière de migrer. Mm. On est au courant justement, donc il y a Maison du Monde, mais d'autres, gros sites, qui ont fait aussi cette expérimentation, qui en sont satisfaits du coup. Alors pour le moment, en fait, vu que le framework est encore assez jeune, il n'y a pas eu encore de grosse communication de gros retailers qui auraient migré. En tout cas, on n'est pas encore au courant. Je sais par contre qu'il y a rosa.be qui est un peu l'équivalent, d'ailleurs il est en 502 Bad Gateway,
Rosa, qui est un peu l'équivalent de Doctolib en Belgique. Et donc lui, il a choisi de partir avec Quick au tout début. Donc Quick était encore dans les versions alpha ou bêta. Et il a choisi de partir avec Quick directement dessus. Et aujourd'hui, c'est le plus gros utilisateur. Demain, je pense que Maison du Monde aura sa place sur le site de Quick aussi. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas encore de gros acteurs qui sont dessus, mais je suis quasi sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui y travaillent en interne déjà. Yes. Alors, sachant que aussi, si je dis pas de bêtises, Quick, c'est le CTO de Builder.io qui est Exactement, oui. à l'initiative. Donc, Builder.io qui est un outil no code, mais très très puissant. Ouais, Vous verrez sur la landing, il y a une démo assez dingue où vraiment ça te transforme vraiment tes composants no code en composants React. Et ouais. ça te fait même du Figma, tout React, et de manière assez bien faite pour le coup. Mm. On sait si tout ou partie de Builder.io est sur Quick, si Alors, le builder en question, justement, c'est une des problématiques. Il est encore en React, lui, mais il est question de le migrer vers Quick, leur builder. Et par contre, après, là, ils ont, sur les dernières versions, en fait, le code qu'on génère en no-code, ils sont capables de le générer en React, en Vue ou en Quick. Donc, en fait, les utilisateurs de Builder.io, donc l'outil no-code, demain, auront des sites qui seront en Quick finalement. ok, Et donc ok, pourront bénéficier de la performance du framework et ainsi de suite. hyper intéressant. Je reviens sur une question un peu plus haut qui était posée. On en a parlé un petit peu aussi, mais là aujourd'hui, si j'ai envie vraiment de faire cette phase de déploiement de mon app Quick en prod, Mm. sur React avec tout le tooling bon, qui existe des outils habituels, mais aussi que Vercel a mis en place, où on est vraiment sur de l'instant deploy, ce genre de choses. Toute cette phase-là, sur Quick, on a aussi des outils qui permettent de le faire de manière Complète- quasi instantanée, assez rapide. Ouais, complètement. Alors, les intégrations, elles sont là. Hop. Donc ça, c'est la liste des intégrations qui existent. Tac. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Mais donc en fait, on est capable de faire de l'instant deploy du coup sur Vercel, sur Cloudinary. En fait, tout ce qu'on savait faire avec React, on est capable de le faire aujourd'hui avec Quick. On peut faire du déploiement en mode Node, tout simple. Donc brancher un serveur Express ou Fastify. Ah voilà, deployment, c'était ici. Donc ça, c'est tous les adapteurs qui existent aujourd'hui. Donc il y a Azure AWS, Firebase, Google Cloud Run, Cloudflare. On a des adapteurs Node, Bun, Netlify du coup, Node et Vercel. Et on peut faire du SSG aussi, du statique. En fait, tout ce qu'on savait faire en termes de expérience développeur sur l'instant de deployment, ainsi de suite, on est capable de le faire aujourd'hui avec Quick aussi. Trop bien, trop bien. Une petite question justement de Pimpin, que tu disais qu'a priori on peut faire tout ce qu'on pouvait faire sur ces frameworks-là, on peut le faire sur Quick. Mm. Euh, la question c'était s'il y avait des choses qui étaient faisables en React mais qui ne seraient pas correctes pour la résumabilité sur Quick, qu'il faudrait faire différemment. Alors ouais, c'est une bonne question aussi. Typiquement en React, on va beaucoup poser. En fait, du coup, Quick, vu que tout doit être résumable, en fait, si on veut partager, par exemple, c'est un exemple bête, hein, si on veut partager une valeur entre plusieurs composants, donc en React, on va faire un hook avec en state partagé, bah, du coup, avec Quick, on peut le faire aussi, mais il faut passer par une méthode qui est un petit peu plus délicate, mais bon, qui n'est pas pour autant plus complexe. Donc, on va passer par un store. Donc, un store, il faut le prendre comme. C'est un peu comme ce qu'on a vu les signals tout à l'heure, sauf que là, ce sera plus adapté pour des gros objets. Et donc, du coup, c'est avec ces mécaniques de store qu'on va pouvoir partager des informations au travers de notre application. Et donc, il y a juste une petite mécanique à comprendre qu'on va retrouver. Hop, voilà, c'est là. Donc, si on veut partager un store, du coup, on va lui créer en fait un context ID. Donc, c'est un contexte applicatif.
Et après, on est capable de rappeler notre store par l'intermédiaire de cet ID unique, ce contexte ID unique. Et en fait, c'est de cette manière qu'on peut partager du coup des variables au travers de notre application, ce qui est entre guillemets plus simple avec React aujourd'hui. On branche un Redux, ou on fait juste des composables, c'est Ouais. un petit peu plus simple. Là, il y a quand même, ça fait partie des concepts de résumabilité dont je parlais tout à l'heure, où il faut quand même se familiariser avec cette idée où en fait on est obligé de passer par des choses qui sont sérialisables côté serveur, quoi. Yes. Ok, hyper clair. Dernière petite question, ouais, Florent, pour faire écho sur. Je pense que ça doit pouvoir se trouver hein, sur la doc de Quick, mais c'est à nouveau aussi des projets open source utilisent eux-mêmes Quick. Est-ce que ça a un peu touché des repos open source qui eux-mêmes pourraient être les évangélisateurs de cet outil-là? Est-ce que tu as connaissance de projets Euh, qui soient rattachés à ça? alors à date non, mais là l'écosystème, enfin tout bouge très vite en ce moment et du coup je pense que c'est en phase, ça Ça va arriver, marche, quoi. ça marche. À Bon, noter que je sais que notamment il y a beaucoup de frameworks qui s'intéressent de près à la résumabilité. Je sais que notamment Angular aurait bien aimé en faire en interne. Solid aussi, SolidJS s'intéresse beaucoup à la résumabilité. En fait, aujourd'hui, ils ont des freins techniques qui font qu'ils et n'arrivent ouais, pas à migrer vers ces nouveaux paradigmes, mais il y a un élan en fait qui va dans ce sens-là aujourd'hui. ouais, ouais, complètement. C'est vrai que il faut que le design de la lib soit un peu pensé comme ça, vu comment tu as présenté justement ce qu'était la résumabilité. Là où sur d'autres, effectivement, d'autres frameworks qui n'étaient pas designés avec ça dans la tête dès le début, voilà, il va y avoir des outils, il va y avoir du code splitting, on va pouvoir mémoriser, on va pouvoir faire des choses. On a le sentiment que c'est des patchs. Bon, je caricature, je suis un grand fan de React, donc je caricature un peu, mais c'est que c'est des patchs qui sont venus un peu au fur et à mesure dans l'API du framework Mm. pour traiter ces sujets, là où la résumabilité est vraiment une décision un peu de design fondamentale quoi, Ouais, de ta lib. Et que du coup, ben ouais, le concept sur les autres frameworks existants va être refabriqué, mais de manière pas forcément optimale. Ou alors, si ça se trouve, ils vont trouver des trucs incroyables. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment le paradigme est assez différent à côté Quick. Et c'est cette idée vraiment de partir de l'HTML avec un seul listener au début mm, qui accélère tout le processus de téléchargement et exécution du JS, quoi. complètement. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-Charles. Donc tu disais que tu organises le meet-up sur Quick. Et dans le meet-up, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver peut-être justement des phases de petite pair programming, des confs, des ateliers. C'est ça, exactement. Alors, à date, on a organisé deux événements par le passé. Donc, on a organisé un premier événement avec du coup la participation de Mishko Evry, donc c'est le créateur du framework, la personne qui Canon. avait également créé Angular, hein. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est assez connu dans l'écosystème JavaScript, qui d'ailleurs est très accessible, hein. Donc, si demain vous vous intéressez à Quick, lui, il a besoin de retour d'expérience et c'est quelqu'un de très sympa et très accessible. Donc, il ne faut pas hésiter même à le pinguer. Il y a un Discord en fait qui est très riche en contenu. Les gens sont très réactifs. Et si vous avez des blocages ou autres, vous pouvez poser une question. Les gens répondent très rapidement. Et si vous avez pour projet de migrer un gros site ou même pas forcément un gros site, eh ben, vous pouvez contacter cette personne qui est accessible et qui se fera un plaisir de vous filer un coup de main dans vos migrations. Trop bien. Et Tu l'as fait, toi, dans le cadre ouais, bah, du du. coup, on l'a Ouais. rencontré. Alors, ça fait un petit moment que j'échange avec lui. Puis après, on l'a rencontré physiquement quand il est venu du coup, pour notre premier meet-up en mois de juin dernier. Et ouais, c'est quelqu'un qui est top et qui est toujours disponible. Voilà. Après, on avait organisé un second meet-up aussi avec une personne de chez Astro pour faire un peu un comparatif sur ces deux frameworks qui sont un peu les deux frameworks qui se positionnent sur le segment de la performance. Et là, on en prévoit un pour le début d'année prochaine, peut-être au mois de mars. Et voilà, on ne sait pas trop qui sera l'intervenant, mais c'est en cours de réflexion. Canon. Ben, Et donc, on va. l'idée, c'était d'avoir des retours d'expérience finalement sur le framework, de partager des retours d'expérience, montrer des choses, faire du live coding Trop et bien. avec les gens, quoi. Trop bien. Bah, écoute, il y a un peu un esprit d'accessibilité, j'ai l'impression, autour de Quick. Mm. Bah, très content en tout cas d'avoir
pu en parler aujourd'hui avec toi. Merci, merci beaucoup Ben, merci beaucoup. pour cette super presse. Merci à toutes et à tous. On nous demande le lien du Discord. De toute façon, on va envoyer un mail qui récapitule un peu les points importants d'aujourd'hui. Donc, on vous mettra le lien du Discord, évidemment, dessus, du Discord de Quick. On vous On mettra peut le le lien du retrouver là. Meetup. Bah, il est là, voilà. Ouais. RTFM. Et voilà, donc on va résumer tout ça. Il y aura le replay dès cet après-midi, je crois, Gabriel. Donc, vous pourrez aussi accéder au replay, le partager aux gens que ça peut intéresser. Merci à toutes et à tous. De très belles fêtes de fin d'année, hein. Je crois qu'on est sur la dernière masterclass de l'année. Donc, bonne fête à toutes et à tous. Et puis, plein de masterclass à venir avec The Product Crew. Une très belle collab avec le Passeport Dev aussi, en janvier. On a hâte. Et puis, bah, bonne continuation, Jean-Charles, avec Quick et Maison du Monde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Salut.